Que j'adore. Jeudi 24 septembre 1998, manifestation entre anglophones et francophones. Je vous répondrai par la bouche de mon idon. Le choix d'un peuple, volet 3. 4 hommes veulent devenir maires en fourrant les Montréalais. Énigme médicale ou élection municipale? À suivre au cours de l'émission. Eh bien, bonne fin du monde et bon jeudi, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Bon, depuis plusieurs jours, les journaux ne parlent que de cette sombre histoire dans laquelle M. Jean Chrétien aurait donné l'ordre à la GRC d'asperger des manifestants de poivre de Cayenne à Vancouver lors du passage du dictateur indonésien, le général Suharto. Alors ce soir, afin d'éclairer votre opinion sur cet événement tragique, nous avons réquisitionné à grands frais les services de la troupe de théâtre Les Pitounes de Molière, afin qu'en quelques scénettes, nous puissions comprendre ce qui a amené M. Chrétien à commettre ce geste, ma foi, hideux. Allons-y tout de suite. Scène 1. 1950. Jean Chrétien rencontre pour la première fois son épouse Aline au restaurant Kon-Tiki à Montréal. Plusieurs personnes manifestent à la porte contre le fait qu'il soit en 1950. Aline Chrétien, attablée, déguste un platter de Boubou Balls au moment où entre Jean Chrétien. Et là, immédiatement pour Aline, c'est le coup de foudre. Oh, bonne Sainte-Anne! Quelle beauté! Que voulez-vous? Enfuyons-nous loin d'ici! Oh oui, Aline, mais d'abord, j'ai quelque chose à faire. Sergent, aspergez la poivre. Oh, mes jambes! Mes jambes! Je ne sens plus mes jambes! Et quelques jours plus tard, le couple scelle son union par un mariage grandiose. Bravo! Bravo! Magnifique! Non, ce n'est pas terminé. Scène 2, un intrus dans la nuit. Plusieurs années plus tard, dans leur résidence officielle du 24 Sussex Drive, Jean et Aline sont toujours couchés avec le sergent de la GRC. À l'extérieur, des étudiants manifestent contre l'usage du mot « sexe » dans Sussex et s'en prennent à un autre groupe qui manifeste, lui, contre l'usage du mot « sus » dans Sussex. Oh, Jean! Je me sens si feeling! Que voulez-vous encore? Là, soudainement, coup de théâtre, un manifestant s'introduit dans leur chambre. S'ensuit une longue poursuite. Et là, ne sachant pas s'il est pro-sus ou pro-sexe et craignant pour la vie de son mari, Aline Chrétien empoigne une statue inuite et là se jette à la jugulaire de l'intrus. Affolé, le sergent de la GRC s'asperge lui-même de poivre. Oh, leurs jambes! Leurs jambes! Oh, nos jambes! Leurs jambes! Ah, personne s'enfuit ses jambes! Bravo! Bravo! Magnifique! Scène 3, scène finale, le sommet Asie-Pacifique. À Vancouver, Jean et Aline Chrétien s'apprêtent à accueillir pour souper le dictateur indonésien Suharto. À l'extérieur, des étudiants manifestent contre la longueur insupportable de ce sketch. Envoie, Jean. Lance-moi du poivre. Qu'on en finisse une fois pour toutes. Bâtard. Et là, bâtard, s'ensuit une longue poursuite. Et là, au moment où je vous parle, cette farandole est toujours en cours. J'espère vous avoir aidé à mieux comprendre les problèmes de la Constitution canadienne. Merci et bravo aux Pitounes de Molière, Rachel Buisson-Morin, Mariette Tremblay, Irène Aulnay et Lucille Pigeon.
Mesdames, bravo, magnifique, immense succès. Et bonne tournée pan-canadienne, mesdames. Maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. Alors, pourquoi le monde est sans amour? Pourquoi le monde est sans amour? Ça ne peut pas durer toujours. Pourquoi le monde est sans amour? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Alors dites-moi pourquoi. Personne n'a si bien exprimé ce cri d'amour de toute une planète, aussi bien que Mireille Mathieu, qui a aussi d'ailleurs dit « Acropolis, adieu, adieu l'amour. Les roses blanches d'Athénée se sont fanées. On s'est aimé quelques jours. Acropolis, adieu. » Et c'est aussi elle, Mireille Mathieu, qui a dit « Bon, vas-tu la ramasser, la maudite morte de son chien, parce que là, on va appeler la police. » Mais ce n'est pas une chanson très connue et ce n'était pas en concert. Bon, tout ça pour vous dire qu'au moment même où je vous parle, un affrontement opposant des extrémistes francophones et anglophones a lieu au centre-ville pour une stupide affaire d'affichage chez Eaton. Sommes-nous au bord de la guerre civile? Ouh! Je ne crois pas et j'ai espoir. Car Jean-René Dufort, le Cupidon au casque bleu, a pris congé pour aller semer l'amour et la paix. Mesdames, Messieurs, c'est ce soir devant le Eaton Center que se déroule le premier d'une série d'affrontements entre Bill Johnson. Aujourd'hui, on annonce que c'est eux que nous allons piqueter, Eaton, jusqu'à ce qu'ils nous donnent des garanties pour ce qu'on veut. Et Raymond Villeneuve est à lasagne. Il va foutre la merde. Bon, il y en a plusieurs qui l'avertissent, mais apparemment, il ne comprend pas, là. Il ne veut pas comprendre, fait que bon, c'est peut-être à nous de lui faire comprendre. De la violence, de l'engueulade et de l'action en masse à prévoir. Ils ont peur. Ils ont peur. Disons-le franchement. Ils ont peur qu'on va aller briser le vitre. Ils ont peur qu'il va y avoir un boycottage s'ils osent afficher un peu d'anglais au Québec. Quand on va constater que la seule façon de franciser une vitrine, c'est de la briser, ben, ça arrivera. Malgré l'appel à la paix d'enfants piteux. Arrêtez de faire la guerre pour des niaiseries, bon. Ils continuent. Ils disaient qu'ils allaient utiliser des bâtons de baseball. Bon. La paix, ben, ça va être qu'on va casser leur mouvement, qu'on va les briser, qu'on va le... Ne reste qu'un seul espoir, pitcher une colombe de paix et d'amour pour Alliance Québec. Ça vole pas haut. Bonne soirée à tous. Non, ça valait pas haut, mais c'est le geste qui compte. On va tout de suite rejoindre Jean-René Dufort qui est sur place devant le Eaton ou au Square Philippe, je pense. Jean-René, bonsoir. Salut Marc. Bon, d'abord, alors, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe au moment où on se parle? Ben, il y a le rassemblement d'Alliance Québec derrière moi. Oui. Environ 200 personnes qui vont marcher tout à l'heure vers le centre Eaton où les attend une quarantaine de personnes, des disciples de Raymond Villeneuve. Donc, du plaisir en perspective. Eux qui s'étaient donné rendez-vous au métro McGill, je pense. Oui. Et là, est-ce que le squad anti-émeute est là? Est-ce qu'il y a de la police? Ah, tout le monde est là. Il y a des policiers à chevaux. Le plaisir commence. Je suis d'ailleurs prête. Oui, j'imagine. Mais est-ce qu'on craint l'affrontement, Jean-René, ou pas vraiment? Ben, c'est sûr qu'il va y avoir de l'engueulade. Est-ce que ça va aller plus loin? On ne sait pas. Mais moi, je trouve ça assez spécial qu'on se donne rendez-vous comme ça. Ça fait un petit peu à 4 heures après l'école, m'a pété la gueule. Oui, oui, exactement. C'est tout à fait ça. D'ailleurs, Monsieur Villeneuve, là, Oui. il y avait des propos assez, là, aujourd'hui, encore plus alarmants qu'hier, parce qu'il avait l'air encore plus vindicatif. Il voulait vraiment en venir au point. Ben, il se sent un peu l'envoyé pour répondre à M. Bill Johnson. Et on sait pas, on va savoir ce soir jusqu'à quoi il est prêt. Et c'est ça. Donc, est-ce que vous allez nous revenir peut-être un peu plus tard dans l'émission s'il se passe quelque chose, Jean-René? Ben, si je survis, je vous promets de faire un compte-rendu complet. Parfait. On vous remercie, Jean-René. Bonne soirée, bonne chance. Soyez prudents pour vous. Ah, qui dit que Beyrouth, c'est plate? Ben oui, c'est vrai. Il se passe on sait jamais. Il y en a partout. Merci, Jean-René. Qu'est-ce que ça voulait dire, ça? J'analyserai ça pendant la pause qui s'en vient tout de suite à l'instant. On vous revient avec d'autres nouvelles. Eh bien, s'il y a un saint auquel j'aime à m'identifier, c'est bien Saint François d'Assise. Celui-là même à qui Dieu avait accordé le don de parler avec les animaux. N'empêche, méchant crackpot. Non, je ris là. Mais il m'arrive parfois, moi, de dialoguer avec les animaux et les objets. Oh, d'ailleurs, ça me fait penser, il faut que je rappelle ma lampe. Oh, mon Dieu. Allô, Gloria! Oh, qu'est-ce que tu fais? T'es-tu allumé? Oh, non, arrête de niaiser, passe-moi la chaise. Ah, comment ça, elle est partie au vu?
Oh, c'est ça. Bye bye. Alors, ainsi, à d'autres occasions, il arrive à mon pouf de s'écrier dans mon salon sans aucune raison. Le choix d'un peuple! Le choix d'un peuple! Et c'est ce cri, wouh! Et c'est ce cri qui nous a inspiré un des segments les plus goûtés de cette émission. Le choix d'un peuple! Dans lequel Isabelle Maréchal, l'animatrice des Babouines d'abord, pose son doigt sur le pouls des candidats à la mairie de Montréal. Voici donc le troisième volet du... Choix d'un peuple! Regardez! Cette fois, on parle de logement. Les citoyens peuvent-ils enfin s'attendre à un petit débat, un tout petit? Juste ce qu'on va lui faire dire, c'est, oui, ça vous nous disiez ça aujourd'hui, mais est-ce que vous allez avoir d'autres engagements que vous allez prendre plus tard en campagne qui valent plus cher que ceux que vous avez pris aujourd'hui? Vous connaissez notre populaire série Le choix d'un peuple, à la fin du monde? Je connais, oui. Mais Jean Doré n'avait pas la tête à rire. Vous allez me permettre de rencontrer d'abord les gens avec lesquels je débat. Et puis après ça, on verra si on a du temps pour faire des petits jeux. L'idée, c'est qu'on les fait jouer à Twister aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont accepter? Je penserais que oui, Pourquoi? parce que ça va être le fun. Ils n'ont pas beaucoup de choix, hein? C'est ça, ils n'ont pas le choix. Parce que s'ils veulent pas jouer, ils ont l'air de quoi? C'est des cons. Monsieur Duchesneau, bonjour. Ah, ben, regardons ça. L'idée, c'est très facile. Et pendant que Jacques Duchesneau se frottait les mains d'impatience, Jean Doré, lui, consultait ses stratèges pour bien nous éviter. Le pied sur le rouge, là. Là, ça nous prendrait d'autres joueurs, vous pensez pas? A-t-on vraiment d'autres joueurs? Est-ce que M. Bourque veut? Pour l'entrevue, oui, il n'y a pas de problème, mais pas pour le jeu, c'est ce qu'il m'a dit. Il veut pas jouer à Twister. Un maire qui manque d'humour, d'après vous? Il est mieux de rester à la maison. Oui. Allez-vous voter pour lui? Non. Jusqu'où sont prêts à aller les politiciens pour être élus? Mais moi, c'est pas pour être élu, c'est pour jouer avec vous. Mon père disait toujours, quand tu vas pas analyser, tu vas pas grand-chose. C'est des journalistes qui y mentent, puis c'est fait avec le ton de l'humour, puis qui sait qu'il a l'air d'un gars bien ordinaire quand il le fait, parce que c'est un gars qui a le sens de l'humour, certainement qu'il va le faire. C'est winner. Ah, c'est winner. Et jusqu'à la fin, la PR de Jean Doré a fait obstruction au travail journalistique. Monsieur Doré. Il n'y a pas de temps. Je ne sais pas si vous pouvez vous rendre compte de ça. Oui, mais c'est parce qu'il s'est engagé à jouer avec nous après. Alors, il s'était engagé, Isabelle, puis il n'est jamais venu, finalement, Non, M. Doré. il n'a pas tenu sa promesse. Bon. Vous savez, c'est vrai qu'on l'a un peu suivi tout le long. Oui. On a fini par accepter. Il a fini par dire, oui, je vais jouer avec vous à la fin, là. Oui. Et on aurait pu partir beaucoup plus tôt, hein. On aurait pu, mais on s'est dit non, ça serait trop facile. Il pourrait dire, moi, j'étais prêt, et ils sont partis. Mais non, on est resté, puis regardez ce que ça a donné, finalement. Il s'est défilé. Je dois vous dire qu'il y avait des gens qui étaient là, des gens parmi le public, qui n'ont pas du tout apprécié le fait que M. Doré n'ait pas voulu jouer. Il faut être bon joueur. Vous savez, vous avez entendu Claude Charon. Oui, mais entre vous et moi, ils doivent être bétonnés de faire ce genre d'affaires-là. C'est sûr que là, je pense que... Là, c'est à un moment donné, ça fera. Puis là, on le fait une fois pour se ramasser un je peu de vous capital. ramène à ce que nous avait déjà dit Jean-Marc Léger de Léger, qui nous a dit que, vous savez, c'est très révélateur de ce qui se passe dans le fond en politique, que leur fameuse cassette, nous aussi, on est un peu tannés de l'entendre. Il va falloir qu'ils trouvent un nouveau discours, les politiciens, parce que ça va faire. Là. Et finalement, le meilleur joueur là-dedans, c'est Duchesneau. Je pense que lui, il a compris que dans le fond, il n'y a pas grand-chose à risquer de nous parler. Mais non, c'est mieux de vous parler, puis ça dure 10 minutes, que de pas parler, puis de savoir toute la journée en arrière. Mais c'est très beau, Isabelle. Bravo. Merci beaucoup, Isabelle Maréchal. On va faire une petite pause et on revient avec d'autres nouvelles. Je vous en prie, restez là. Eh bien, on a entendu notre rescapé de ce soir clamer son bonheur hier sur toutes les tribunes. En effet, ce jeune député trentenaire et ex-président du Conseil national des jeunes péquistes a été assermenté ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, à la suite de quoi il s'est exclamé en toute candeur, et je le cite, « 1998 a été une année exceptionnelle pour moi. Je me suis marié, j'ai eu mon premier enfant et je suis devenu ministre. Pour 1999, craindrait-il de perdre ses élections et de divorcer? Eh bien, c'est ce que nous serons, mesdames et messieurs, notre très enthousiaste nouveau ministre, M. Joseph Facal. M. Facal, bonsoir. Bonsoir. D'abord, félicitations, M. Facal. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous. Sauf que si la fin du monde est vraiment à 7 heures, j'aurais pas été ministre longtemps. Ben non, arrêtez donc, vous là. Vous commencez tout de suite avec une petite blague, hein. Ça nous déstabilise, puis ça crée un beau climat de complicité. Monsieur Facal, d'abord, comment ça se passe la première journée d'un ministre? Parce que là, j'imagine qu'il y a un gros branle-bas. Ça se passe...
Comment on apprend qu'on est ministre d'abord? Comment Lucien Bouchard vous a dit ça? Est-ce que vous le saviez? Est-ce qu'il y avait des rumeurs au sein des ministres que vous alliez devenir ministre, vous? Il y avait des rumeurs, oui, mais on apprend en politique que, comme disait M. Parizeau, ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas. Ouais. Alors on attend au dernier moment pour avoir la confirmation. Ce qui se passe, c'est qu'aux environs de midi, il y a quelqu'un, pas le premier ministre, qui vous dit « Viens-t'en tout de suite à Québec et quand tu seras rendu à Québec, appelle-nous. » On arrive à Québec, on appelle, on vous amène à son bureau et là, il vous l'annonce. Bête de même. C'est extraordinaire. Bah, est-ce que c'est l'ambition? Non, pas plus que ça? Vous n'êtes pas heureux? Oui, je suis très, très heureux, mais je vous assure que vous n'avez pas beaucoup le temps de fêter. Non. Parce que sitôt que vous êtes assermenté, votre femme et vos amis vous disent « J'espère que tu t'enfleras pas la tête Et ensuite, toutes sortes de gens commencent à vous dire comment ça se passe et on n'a plus vraiment le temps de fêter. On est tout de suite aspiré par le tourbillon. Ah, c'est extraordinaire, mais c'est exaltant tout ça. Là, M. Brassard, lui, ne parlait pas, M. Jacques Brassard, paraît-il, ne parlait pas un mot d'anglais et était, comme vous, ministre des Affaires intergouvernementales canadiennes, avait à s'exprimer, à négocier avec avec les autres provinces, tout ça, dont on sait que majoritairement sont anglaises, évidemment. Vous, est-ce que ça change? Comment vous entrevoyez ces négociations-là? Vous parlez anglais d'abord? Oui, moi je parle anglais, mais évidemment, la langue officielle du Québec, c'est le français. Alors quand on exprimera officiellement une position au nom du gouvernement du Québec, on va évidemment le faire en français. Par contre, dans les réunions plus informelles, dans les corridors avec des collègues, on peut évidemment utiliser un peu d'anglais. Ça mettra un petit peu de l'huile dans l'engrenage de nos relations. Bon, c'est très bien. Quels sont les grands dossiers auxquels vous allez vous attaquer tout de suite, là, très rapidement, monsieur? Bien, très rapidement, il y a toute la question de Saskatoon, c'est-à-dire le dossier de l'union sociale, c'est-à-dire le droit pour une province de se retirer d'un programme que le gouvernement fédéral voudrait initier. Si la province, évidemment, choisit de garder cet argent et de l'utiliser dans un programme avec des objectifs similaires. C'est ça, exactement, des objectifs similaires. Monsieur Facal, c'est tout le temps qu'on a. On vous souhaite bonne chance. Merci. On va vous suivre, puis on espère que ça va pas mettre du plomb dans l'aile de votre couple, là, cette nouvelle job-là. C'est bien aimable, merci beaucoup. C'est 2 fois rien, M. Facal. Merci beaucoup. Eh bien, il fut partiellement détruit par l'explosion d'un volcan en 1883. C'est Krakatoa Tétro et sa chronique des sports. Bonsoir, Chris. Ah, salut, Marc. Ça va bien? Ça va très bien. Ben oui. Ça va bien. La boxe, ça t'intéresse? Tu sais qu'il y a une grosse soirée de boxe ce soir au Centre Pierre Charbonneau. Ah, c'est vrai, c'est ça ce soir? Oui. Ah, je suis pas tellement au courant. Je sais que l'année passée, il y a eu un gros battage médiatique. C'est un peu moins gros comme soirée. C'est Interbox qui organise une série de soirées de boxe pour arriver à un moment donné à la fin du mois de novembre avec une grosse finale. D'accord. Mais aujourd'hui, il y a quand même du gros talent qui va se battre au Centre Pierre Charbonneau. Et on se parlait avant l'émission. Je voulais tester tes connaissances de boxe. Je t'ai demandé qu'est-ce que c'est qu'un uppercut. Un uppercut, c'est quand tu l'as... Tu m'en as appliqué un. Enfin, un spirituel. Un spirituel, oui. J'ai rencontré la grande vedette de cette soirée de boxe, qui est un boxeur très, très connu, avantageusement connu ici au Québec, que la foule adore. Oui. Et c'est Alex Hilton. Non, Stéphane Ouellette. Stéphane Ouellette, exactement. Stéphane Ouellette. Alors, je suis allé le rencontrer. Et il y a eu une pensée spéciale pour nous, pour les gens de la fin du monde ici. J'aimerais te faire entendre ce que M. Stéphane Ouellette a préparé pour nous. C'est un poète, Stéphane Ouellette. Oui, il paraît qu'il fait de la poésie, M. Ouellette. Ah oui, monsieur. Vraiment, il fait de la vraie poésie. C'est lui qui écrit ses œuvres. Ah oui? Absolument. Ah, ben on va écouter Alors voici Stéphane Ouellette, mesdames, messieurs, le champion de boxe québécois. Écoutons-le. Et maintenant, mesdames et messieurs, à 5 pieds, 11 pouces et demi, 160 livres de Jonquière, Québec, classé aspirant numéro 1 de la couronne des moyens WBC, Stéphane, le poète Ouellette! Le têteux de la rivière aux Sables. Prévu pour 7 heures, la fin du monde nous devance. 6 coups annoncent le début de la fin. 6 coups qui ont du punch, sur le ring de l'humour. Aucune brèche dans l'action. Une équipe qui se démarque. Folle et amusante demi-heure. Après une dure journée, un show aux multiples saveurs. Du haut d'un regard amusé, les limites, je vous ai vu les mettre au plancher. Hey! Wow! Wow! Quand même, c'est beau, c'est la première fois que j'ai entendu Ouellette en ondes. C'est la première fois que tu as entendu Ouellette? C'est la première fois. Il y en écrit beaucoup. Il paraît qu'il se retire, même. C'est-à-dire qu'il est allé, à un moment donné, il s'est comme retiré du circuit de la boxe. Il est allé à la Baie James
pour écrire... Oui, pour travailler et pour écrire en même temps un recueil de poèmes. Arrête. Ben oui. OK. Tu sais, je peux juste te dire que demain, j'ai préparé pour toi un calembour. Oh, il y en avait encore un dans le journal aujourd'hui. Oh non! Je sens que la guerre est déclarée officiellement. Alors, j'aurai pour toi un calembour. J'espère que tu vas le comprendre. Cette fois-là, ça fait 3 que je fais. Ben, ça fait 3, là, jusqu'à maintenant. Tu n'en as pas saisi un. C'est peut-être parce que c'est la fin de la semaine, là. J'en ai un très rapidement comme ça, là, juste pour te mettre en appétit. Là, tout de suite? Ah, ben oui, on va essayer. On va voir. OK, vite, rapidement. OK, pourquoi est-ce que... Non. Quoi, tu l'as oublié? Non, je ne l'ai pas oublié. OK. Pourquoi l'Orchestre symphonique de Montréal joue jamais au Stade olympique? Je sais pas, parce qu'ils sont cordes de basse et violoncelle. Ah non, c'est à cause du toit. Ah oui! Ben! Celle-là, je l'aime, ça! C'est le chef d'orchestre! Merci, Marc. Merci beaucoup. C'est bon, ça! Merci beaucoup, oui. C'est fini. C'est tout? C'est tout le temps qu'on a. Ça finit fort. Merci beaucoup, Christian. C'est très beau. Ça va faire une petite pause et on revient avec la météo et le mot de la fin. Pardon, restez avec nous. C'était beau! Eh bien, allons voir maintenant le temps qu'il fera avec notre météorologue amateur de la semaine, l'homme grenouille José-Louis Soto, qui nous attend dans son monde imaginaire encore dans le bassin olympique. Oh, c'est beau, ça commence, c'est zen. Ah, une autre entrée de cadre aujourd'hui. Bonjour, José-Louis. C'est quoi ça? C'est une couche? Ah, ça, c'est ça. C'est une vieille couche. Elle s'en va. Alors donc, on y va avec le minimum et le maximum pour la soirée. Donc, minimum de 8. Ça reste toujours quand même assez frais, José-Louis. Merci beaucoup. On enchaîne avec un maximum de 19 degrés. Ça annonce une très belle fin de semaine. On va voir maintenant avec le petit dessin si le temps sera beau. Non, on y va avec des lettres ce soir. Demain, oh boy, on se lance dans une grosse aventure. Demain, oh, des petits nuages, mais probablement que ça va alterner avec du soleil. Il me semble que c'était ça, en tout cas, que j'avais lu dans le journal, que ça alternait avec du soleil. Mitsu chante où? Mitsu ne viendra pas. Et le Canada, vous savez, qui est un des pays où il fait bon vivre, hein? Au revoir tout le monde. À demain.